Bonjour et bienvenue sur Homo Sociologicus, le podcast qui vous parle de sociaux. Aujourd'hui, épisode numéro 3, comment devient-on un fumeur de marijuana ? Nous avons vu lors des 2 premiers épisodes que l'attitude sociologique qu'adopte le chercheur ne se base pas sur une recherche de la vérité absolue. Le sociologue ne se demande pas si telle personne, croyance ou institution a tort ou raison. Il ne se demande pas si ces personnes sont réellement folles ou si cette culture est réellement moins valorisable qu'une autre. Pour réaliser une étude solide, il faut prendre en compte ce qui est important pour le groupe de personnes étudiées. La chaleur du noyau familial dans les classes populaires pour Hogarth, l'absence de contraintes pour les peuples bochimans d'Amazonie de Salins, et encore conserver une part d'autonomie pour les malades en asile, et plus largement pour toutes les personnes placées dans une institution totale pour Goffman. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont dû replacer ces catégories de personnes dans le cadre et leur structure sociale, mais aussi et surtout s'affranchir des catégories de pensée instituées. Lorsque l'on aborde un phénomène social, nous avons déjà été exposés à des avis, des opinions et des notions sur ces sujets. Nous ne découvrons donc jamais vraiment un sujet sans avoir déjà un avis dessus. Dans nos sociétés, ces idées reçues, ou pré-notions, comme les appelle Durkheim, sont partout. Elles circulent librement dans nos institutions, touchant tous les individus et modifiant toutes nos interactions. Pour comprendre correctement un phénomène social, nous devons donc réussir à nous en débarrasser. Une des recherches qui illustre le mieux l'importance de cet effort pour s'affranchir de ces catégories est l'étude d'Howard Baker, Outsiders, parue en 1963, qui porte sur l'étude de la déviance. Howard Baker, c'est un sociologue américain, né en 1928, dont le thème de prédilection est l'étude des comportements déviants. Pour cela, il étudie 2 groupes de personnes au début des années 60. Les joueurs de jazz, qui à l'époque étaient considérés comme une musique assez déviante et joués dans des clubs assez pauvres, dans des quartiers assez défavorisés, dont il fait partie d'ailleurs, et les fumeurs de marijuana, qui sont d'ailleurs toujours considérés comme déviants dans nos sociétés actuelles. Il en tire un livre, donc Outsiders, qui est à ce jour le livre de sociologie le plus vendu au monde. Grâce à cette enquête minutieuse sur ce qui est considéré comme déviant ou non, il démontre les phénomènes de construction sociale qui nous font adopter certains comportements et comment y échapper, pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre quotidien. Alors on verra dans un premier temps qu'est-ce que c'est que la déviance, comment on caractérise un comportement comme déviant ou non, et ensuite on se basera sur un des 2 exemples étudiés, les fumeurs de marijuana, pour remettre en cause la pression sociétale. Dans sa conception la plus courante, la déviance caractérise un comportement qui s'éloigne des normes admises dans un groupe donné. Une norme est donc un précepte de conduite correspondant à une situation précise. Les normes sont générales et s'appliquent à tous. Sur la route, il existe des normes juridiques, des lois qui régissent nos comportements, c'est le code de la route. Obligation de marquer l'arrêt à un stop, ou d'allumer ses clignotants quand on veut changer de fil. Si l'on ne respecte pas ces normes, alors on s'expose à des problèmes sociaux, provoquer des coups de klaxon et des gestes d'énervement des autres conducteurs, mais on s'expose aussi et surtout à des poursuites judiciaires, amendes, PV et problèmes avec la justice. Cependant, toutes les normes ne sont pas contraintes par des lois. Sur la route, il est communément admis, et j'insiste sur le communément admis, d'adresser un geste de remerciement quand quelqu'un nous laisse passer. Ces règles implicites sont respectées car on s'expose aussi à des réactions négatives de la part d'autres conducteurs, les mêmes gestes d'énervement. Et en plus, on justifie souvent ces comportements avec des principes très généraux, comme le civisme ou le partage de la chaussée. Je vous donne un autre exemple, que je suis sûr vous avez tous expérimenté. Dans les transports en commun, lorsqu'ils sont remplis aux heures de pointe, il existe une norme implicite universelle, celle de feindre d'ignorer les autres voyageurs. Nous faisons un peu tous semblant d'être seuls, dans notre bulle, et nous évitons tous autant que nous sommes les regards les yeux dans les yeux. Il existe des normes ouvertement admises par la justice. Ce sont les lois, et d'autres règles, plus implicites mais communément admises. En cas de non-respect, des sanctions s'appliquent, judiciaires comme des amendes ou de la prison, mais également des sanctions sociales, comme l'exclusion d'un groupe ou de la méchanceté. Maintenant, Baker nous amène dans une analyse un peu plus profonde. Tous les comportements punis par la loi, et donc jugés comme déviants, ne sont pas punis socialement. Dans certains groupes de personnes, ne pas respecter la loi est une activité valorisée. On peut imaginer par exemple un groupe de bikers, dans lequel ne pas respecter les limitations de vitesse est valorisé au sein du groupe. Autre exemple à Paris, lorsque les voies de berge ont été piétonnisées, certains groupes automobiles, fortement opposés à la mesure, ont continué de rouler avec des véhicules à moteur sur les pistes cyclables. Comportement puni par la loi, mais ici valorisé. Le comportement dépend donc de l'endroit et du contexte dans lequel il est réalisé. Par exemple, abattre un homme est un comportement déviant. L'individu sera puni par la loi et exclu socialement de son groupe, famille, amis, proches en général.
Mais tuer un homme qui essayait de vous tuer, c'est de la légitime défense. L'acte n'est plus puni par la loi. Troisième cas, avec un soldat en Irak. Là-bas, tuer fait partie de sa mission. Abattre un homme est donc autorisé, mais en plus de ça, c'est un acte valorisé. Il peut recevoir des médailles et être considéré comme un héros. Alors loin de moi de faire passer un message sur la guerre ou la légitime défense, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, la sociologie ne cherche pas à savoir si tel comportement est intrinsèquement bon ou mauvais. Ici on analyse simplement le fait qu'un même comportement, tuer un homme, peut être condamné, autorisé, voire valorisé, selon le contexte dans lequel il est réalisé. Dans son ouvrage, Baker s'intéresse à toutes les normes implicites, admises par tous, et surtout sur la manière dont elles deviennent des normes. Pourquoi tel comportement et pas un autre ? Il s'intéresse également à la manière dont sont traités les déviants socialement, ce que cela change dans leur quotidien, dans leurs relations avec les autres. Souvent ce type de personne se retrouve catégorisé comme un individu particulier. On le dit alors incapable de vivre avec les normes établies par la société, et on peut même l'exclure du groupe. L'individu devient donc un étranger, en anglais, un outsider. Selon Baker, la société explique un acte déviant nécessairement par certaines caractéristiques de son auteur, qui expliquent l'acte et le rendent inévitable. Ce sont des traits de caractère que vous connaissez bien. Un caractère trop faible ou un caractère trop fort, le fait de refuser de voir la vérité en face, ou alors avoir des problèmes relationnels avec ses parents, et tant d'autres. Ainsi, on explique encore régulièrement l'homosexualité d'une personne par un Oedipe mal résolu avec l'un de ses parents. Par exemple, un homme homosexuel se verra attribuer un attachement trop fort avec une mère dominatrice. On explique aussi souvent le problème de la drogue par le fait que tous les fumeurs sont des toxicomanes accros à leurs substances. Mais cela n'explique pas pourquoi ils ont commencé à se droguer. Baker, plus largement, explique que ces interprétations automatiques laissent dans l'ombre de nombreux facteurs, parmi lesquels le contexte social et culturel, qui peut conduire à interpréter certains comportements comme respectables et d'autres comportements comme déviants dans un autre contexte social ou culturel. La déviance est le double maléfique de la norme. Il paraît parfaitement normal de s'interroger sur les causes de l'homosexualité, mais extrêmement bizarre de mener des études sur les causes de l'hétérosexualité, puisque cette dernière est considérée par tout le monde comme normale. Le divorce est souvent vu comme l'échec d'un mariage, toujours connoté péjorativement, même s'il vient mettre fin à des années entières de souffrance. De même que pour l'homosexualité, il paraît étrange de comprendre les raisons qui poussent un couple à se marier. C'est normal, ils s'aiment, ils sont amoureux, ils se marient. Il semble beaucoup plus légitime de comprendre les raisons qui mènent au divorce. Le mariage est considéré par tous comme une norme totale et parfaitement normale de notre société. À tel point qu'un couple qui s'aime et qui veut se marier va vous sembler totalement normal et sain. Mais le même couple qui s'aime tout autant, mais qui ne souhaite pas s'engager, va vous sembler plus étrange. Certains diront même qu'il y a peut-être anguille sous roche et suspecteront d'autres comportements jugés eux comme encore plus déviants. Nous comprenons donc bien ici que ce sont les groupes sociaux qui créent la déviance. Il n'existe pas de comportements par nature déviants et d'autres comportements par nature bons et normaux. C'est parce que nos sociétés ont considéré le mariage comme normal que ceux qui divorcent sont jugés comme déviants. Et c'est parce qu'il est considéré comme normal d'être hétérosexuel que l'homosexualité est jugée comme déviante. Baker explique donc: la déviance n'est pas une propriété du comportement lui-même, mais de l'interaction entre la personne qui commet l'acte et celle qui régit l'acte. La question n'est pas de savoir si ces personnes sont innocentes ou coupables, mais le but est de comprendre le principe explicatif de cet acte. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes adoptent un comportement déviant ? Comme Goffman avec son étude sur les fous, Baker va disséquer la carrière d'un fumeur de marijuana. Il en distingue 3 phases: fumeur débutant, fumeur occasionnel et usager régulier. Baker rappelle que son objectif pour comprendre comment les fumeurs deviennent des fumeurs est d'identifier les parties impliquées de près ou de loin dans ce processus. Howard Baker en ressort avec une hypothèse globale. Ce sont les comportements déviants qui provoquent les motivations déviantes. C'est à travers un processus d'interaction avec ses pairs que le fumeur débutant acquiert et développe une motivation à fumer, et pas l'inverse. Ce processus est en fait assez similaire avec celui du vin. Le plaisir de boire du vin ne vient qu'avec le temps et l'apprentissage des différents types de vins, des arômes, des couleurs et des plats avec lesquels il faut les déguster. Ce n'est qu'en échangeant avec une personne plus expérimentée, généralement un membre de votre famille, que vous allez pouvoir savourer pleinement le vin. C'est un processus similaire avec tous les fumeurs de marijuana. Rares, très rares même, sont les personnes qui planent dès leur première dose. Il faut d'abord comprendre la technique, l'apprendre, comment rouler un joint, apprendre à savourer, reconnaître les goûts,
les effets, savoir quand l'on plane vraiment. Il faut également se sentir rassuré. Comme un buveur d'alcool, lorsque on boit pour la première fois, on a peur d'aller trop loin, trop vite, peur d'être ivre dès le premier verre et de faire n'importe quoi, de vomir ou plus grave, de faire un coma éthylique. Pour les fumeurs, c'est similaire. Les débutants peuvent avoir peur de rester défoncés et de ne jamais redescendre, ou peur de devenir accro dès la première dose. C'est donc grâce aux interactions avec les autres fumeurs, plus expérimentés, que le fumeur débutant commencera à fumer, apprendra, comprendra les effets et gagnera en galon. Cependant, il faut expliquer pourquoi beaucoup plus de personnes boivent de l'alcool que ne fument de la drogue. La réponse est assez évidente, c'est le contrôle social. Les contrôles sociaux sont très puissants. Ils visent à stigmatiser les personnes déviantes, donc les fumeurs. Par exemple, le 7 septembre 2020, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, disait sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin que les fumeurs de cannabis, ouvrez les guillemets, finançaient de manière implicite les terroristes. Fermez les guillemets. Loin de moi l'idée de juger si cette information est vraie ou fausse, mais en tout cas, factuellement, elle est très stigmatisante envers les fumeurs. Elle leur fait porter une responsabilité très lourde, et vise donc à les culpabiliser. C'est donc le groupe qui protège le fumeur débutant de ces messages sociaux. Le groupe forme une sous-culture, et pas sous-culture dans le sens péjoratif, dans le sens culture au sein même d'une culture plus large, qui va rassurer l'individu sur la dangerosité de la drogue, sur l'addiction. Au final, ce sous-groupe modifie les règles sociales. À l'intérieur de ce groupe, fumer n'est plus une activité déviante, fumer devient la norme. Le fumeur continue donc son processus d'adaptation et d'expérimentation. À chaque étape de sa carrière, il prend en expérience et en responsabilité. Il forme lui aussi les nouveaux, et adopte donc un nouveau statut et un nouveau rôle au sein de ce groupe. La carrière d'un fumeur de marijuana nous montre bien que ce sont les interactions avec les autres, notamment avec d'autres fumeurs, qui poussent les individus à se mettre à fumer. Contrairement à des idées socialement adaptées comme des problèmes psychologiques ou l'isolement ou une dépression, les causes du commencement de l'usage de la drogue, dans ce cas précis du cannabis, se trouvent dans nos interactions avec autrui. Cependant, aussi précieuse qu'est cette explication, elle ne nous explique pas pourquoi fumer est une activité considérée comme déviante. Alors, vous pourriez me répondre que prendre de la drogue est une activité dangereuse pour la santé, nuisible pour la mémoire, et que c'est pour ça qu'elle est à la fois condamnée par la loi, mais aussi socialement. Et vous auriez parfaitement raison. J'en profite même pour rappeler, à travers une petite parenthèse, que la drogue est bien évidemment dangereuse, coûteuse, et qu'elle vous apportera bien plus de problèmes que de satisfaction dans vos vies. Cependant, si on se base sur ces raisons, comment explique-t-on que l'alcool, la cigarette, ou d'autres substances ne soient pas elles aussi interdites par la loi ? On se rend compte que l'interdiction du cannabis repose donc sur un autre critère. Pour Baker, la réponse réside chez ce qu'il appelle les entrepreneurs de morale. Les entrepreneurs de morale sont un groupe d'individus qui entreprennent des croisades contre des mœurs. Ce sont des personnes, souvent paternalistes, ayant une image plutôt bonne d'eux-mêmes, qui s'engagent dans des luttes pour faire passer des lois ou instituer un climat de défiance vis-à-vis de certaines personnes, en étant accompagnés d'experts ou de données statistiques souvent mal utilisées, qui s'engagent dans des luttes pour faire passer des lois ou instituer un climat de défiance vis-à-vis de certaines personnes, en étant accompagnés d'experts ou de données statistiques souvent mal utilisées. Ce sont des luttes bien connues, contre le cannabis donc, mais aussi le mariage homosexuel, le divorce. La volonté finale est d'obtenir une loi qui interdise la pratique, comme dans le cadre du cannabis, ou au moins de mener des campagnes pour continuer de caractériser cette attitude comme déviante, comme dans le cadre de l'IVG ou du mariage homosexuel par exemple. Une fois la norme est dictée, soit dans les lois, soit dans la société, les individus néo-déviants sont alors considérés comme déviants à part entière et se retrouvent étiquetés. Je vous ai parlé du principe de l'étiquetage la semaine dernière avec nos amis Jean-Yannick et Jean-Tristan. Je vais juste revenir rapidement dessus pour que ce soit parfaitement clair. Dans le cadre de la consommation de drogue, une fois cette activité jugée comme déviante, on va analyser tous les comportements actuels et passés de l'individu à travers son étiquette de fumeur de cannabis. Du coup, si Jean-Tristan a du mal à se lever le matin, c'est parce qu'il fume. Et si Jean-Yannick se bagarre souvent, c'est parce qu'il consomme de la marijuana. Une fois encore, le piège est de ne pas chercher à comprendre si ces comportements sont effectivement dus à la consommation de drogue, comme c'est possible, ou s'ils trouvent leur cause ailleurs. Une fois l'étiquette collée, elle est presque impossible à l'enlever. Face au processus d'étiquetage, Baker pousse l'analyse plus loin par rapport à celle de Goffman. Il remarque que les groupes sociaux sont inégaux face à ce phénomène. Un même délit pourra être considéré de différentes façons selon l'origine sociale de l'acteur. Si un jeune de milieu populaire se fait attraper avec de la drogue, on le qualifiera de délinquant,
on le suspectera de participer à un trafic plus large, voire même de vivre de ce trafic. Alors que si c'est un jeune issu des classes bourgeoises, on lui attribuera plus facilement des raisons moins contraignantes. C'est une erreur de jeunesse. Il est influençable. C'est la volonté de faire comme les autres, vous comprenez ? Baker explique cette différence de traitement en revenant sur le concept d'entrepreneur de morale. Ces derniers n'appartiennent pas à une catégorie hétérogène. C'est même plutôt le contraire. Ce sont un peu tous les mêmes, pour légèrement caricaturer. Ils sont souvent blancs, âgés, issus des milieux bourgeois et surtout, ce sont des hommes. Les évolutions des lois et des droits envers les femmes sont assez parlantes d'ailleurs. Les femmes ont continuellement acquis leurs droits en retard par rapport à leurs homologues masculins. C'est un bel exemple du pouvoir et de l'influence des entrepreneurs de morale sur la loi et la justice. Pour faire passer leur idée, les entrepreneurs de morale utilisent des enquêtes statistiques qui d'ailleurs sont souvent mal utilisées. En voici un exemple assez frappant avec les statistiques de la déviance. Il faut manier les statistiques avec une grande prudence en sociologie en général, mais en particulier avec ce qu'on appelle les comptes du crime, les chiffres de la délinquance. La première chose à savoir, c'est la règle générale la plus basique, il n'existe pas de mesure parfaite du crime et de la délinquance. Pour mesurer l'activité criminelle, les policiers élaborent des statistiques sur les plaintes déposées par les victimes d'un crime. Cependant, avant d'arriver à l'étape du dépôt de plainte, de nombreuses barrières sont à traverser. Tout d'abord, il faut qu'un crime ait été commis. Ensuite, il faut qu'il soit constaté par la victime. Si on vous vole quelque chose, vous devez vous en rendre compte. Enfin, il faut aller porter plainte. Je reformule les 3 étapes. Si on vous vole votre vélo, la première étape c'est d'abord qu'on vous le vole. Ensuite, c'est que vous vous rendiez compte qu'on vous l'ait volé. Et enfin, la 3e étape, c'est que vous alliez déposer une plainte. Souvent, les victimes ne portent pas plainte, notamment dans les cas précis d'agression sexuelle, par honte, peur de représailles ou la volonté d'oublier. L'exemple le plus parlant est évidemment le mouvement MeToo, qui a libéré la parole des femmes et qui montre bien que justement cette parole était censurée. De nombreuses femmes violées n'osaient pas parler, et donc cela faisait baisser les chiffres de la délinquance sexuelle enregistrés par la police. On remarque bien que les chiffres de la délinquance sous-estiment dans certains cas les activités criminelles, notamment celles concernées par les vols et les violences sexuelles. Il existe une deuxième grosse limite avec les statistiques de la criminalité, c'est la manière de comptabiliser. Je vous propose un exemple avec l'étude de la délinquance juvénile par Laurent Mucchielli. Il constate une importante hausse de la délinquance des jeunes, entre 10 et 17 ans selon la catégorie, entre 1988 et 2000. Les chiffres doublent pour les garçons et doublent également pour les filles. Il explique cette hausse par une modification des modalités d'enregistrement des crimes. Par exemple, le vol d'un chéquier étant avant considéré comme un seul et même acte délinquant. Et suite à une modification législative, le vol d'un chéquier qui comprenait par exemple, disons, 30 chèques, aura été comptabilisé comme 30 actes délinquants, 30 fois le vol d'un chèque. D'autres actes ont vu leurs chiffres gonfler ou leur mode d'enregistrement facilité, ce qui explique la hausse si impressionnante des chiffres. Les comptes du crime ne sont donc pas des indicateurs du niveau de criminalité dans la société, mais plutôt du niveau d'action de la police. Si demain l'on multiplie par 2 les effectifs policiers, alors cette hausse de moyens amènera automatiquement, voire mécaniquement, une hausse de la criminalité. Il y aura plus de policiers pour arrêter les voleurs, donc plus de plaintes seront déposées, enregistrées, et des voleurs seront traqués. Pourtant, la société dans laquelle on vivra, si un jour cela arrive, n'aura jamais été aussi sûre. Dans cet épisode, nous avons traité de la question de la déviance de manière globale. C'est un sujet que je trouve passionnant, et je tenais vraiment à vous partager ces différents travaux pour essayer de vous donner envie de réfléchir plus largement à la notion de réalité dans notre société. Le rôle des lois qui nous gouvernent, le rôle de l'implantation des normes qui régissent nos actes et nos comportements. À travers cette étude de la déviance, je voulais vous faire comprendre l'idée de se libérer des catégories de pensée instituées. Repenser notre approche de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Repenser l'idée de réalité. On verra notamment dans un prochain épisode que la réalité peut être considérée comme socialement construite. Remettre en cause le monopole de la vérité et de l'énonciation des faits que prétendent détenir ceux qui sont en position de pouvoir et d'autorité. La morale de cet épisode est qu'il faut constamment remettre en cause le monopole de la vérité et de l'énonciation des faits que prétendent détenir ceux qui sont en position de pouvoir et d'autorité. C'est ce que font Goffman et également Baker en donnant la parole aux malades mentaux et aux fumeurs de marijuana pour qu'ils livrent leur vérité, leur version des faits. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode d'Homo Sociologicus, et déjà la fin d'un chapitre qui était composé des 3 premiers épisodes. Je prends donc juste quelques minutes pour faire un résumé de ce que nous avons vu, afin de commencer un nouveau chapitre avec l'épisode 4 la semaine prochaine, sur les meilleures bases possibles.
Les travaux de Hogarth, Goffman et Baker étaient des illustrations précises de l'attitude intellectuelle qu'il faut adopter lorsqu'on s'attache à l'étude de phénomènes sociologiques. C'est un petit peu les bases de la discipline par les pères fondateurs de la sociologie. Nous avons donc vu qu'avant de vouloir connaître l'autre, il faut apprendre à se connaître soi-même, car nous cherchons toujours chez l'autre le reflet de ce que nous sommes. Nous avons vu dans l'épisode 2 que nous devons considérer toute forme de vie comme normale et sensée, condition obligatoire à une analyse objective. Et enfin, nous venons de voir que chacun des sujets sociologiques est soumis à des idées reçues et à des normes bien ancrées dans la société, et nous devons nous libérer pour comprendre les réelles causes d'un problème. Avant de nous quitter, je vous propose une petite étude de cas pour vérifier que les 3 points vus lors des 3 premiers épisodes sont bien enregistrés et bien compris dans votre esprit. Pour cela, je vous propose de nous calquer sur l'étude du suicide réalisée par Émile Durkheim. Donc je rappelle juste les 3 points: lutter contre les idées reçues, considérer toute forme de vie comme normale et sensée, et remettre en cause les catégories de pensée instituées. Quand on pense au suicide, on pense comme le sens commun voudrait que l'on pense. On imagine le suicide comme un problème individuel qui se pose au niveau de l'individu. La cause se trouve dans l'individu, c'est souvent l'explication la plus courante est en fait des explications psychopathologiques. Un état dépressif, un état de folie, mais également de l'alcoolisme, etc. On imagine même des sens communs plus précis. Si par exemple je vous demande lors de quelle saison y a-t-il plus de suicides? Plutôt l'été ou plutôt l'hiver? Souvent, on imagine instantanément, notre cerveau comme un réflexe pense tout de suite à l'hiver, comme une saison plus favorable au suicide. Plus il fait froid et sombre, plus la température est basse et le temps humide, plus la mélancolie est là et présente, et donc les suicides fleurissent. Si vous voulez connaître les réponses à ces questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dans l'épisode 4 d'Homo Sociologicus. Comme vous l'aurez compris, on étudiera en détail l'étude du suicide par Émile Durkheim. Vous allez voir, il y a plein de petites surprises assez croustillantes, notamment sur ce que l'on pense et ce l'on imagine du suicide. Alors si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Je vous invite également à me suivre sur Twitter, @homosociologie, pour pouvoir retrouver mes sources et également discuter avec moi, débattre, remettre en cause ce que j'ai dit. Comme je l'avais énoncé lors du premier épisode, la sociologie est un sport de combat et ça me ferait très plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Voilà, j'en dis pas plus et je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine.